Merci, Denis. Je voudrais ouvrir cette conférence en souhaitant à tous la bienvenue à l'aube d'une nouvelle ère, car il devient de plus en plus évident que l'ère post-guerre froide de domination unipolaire, imposée par les militaires des États-Unis et de l'OTAN, ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles, touche à sa fin. La question est de savoir si elle sera remplacée par une ère de paix et de prospérité économique, protégée par une nouvelle architecture stratégique assurant les préoccupations de sécurité de toutes les nations souveraines, ou si elle sera achevée par les défenseurs désespérés de l'ordre unipolaire dans une guerre qui peut anéantir l'humanité. L'escalade actuelle sur le Donbass, où il y a des escarmouches et des combats, de pair avec le déploiement massif de l'armée américaine en Europe, avec les réunions de l'OTAN, du G7, etc. Tout cela accusant la Russie de tous les maux, montre que la guerre est toujours à l'ordre du jour des Atlantiques. Biden lui-même a dit que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Ce n'est pas une chose qui était imprévisible. Dans une série de déclarations, d'articles et de webcasts au cours des 5 dernières années, l'économiste des 5 dernières décennies, l'économiste et homme d'État américain Lyndon LaRouche a insisté sur le fait que l'ordre qui a été consolidé le 15 août 1971 avec les actions du président Nixon mettant fin au système Bretton Woods d'après-guerre et le remplaçant par un système financier spéculatif de taux de change flottant ne pouvait pas survivre sans recourir à des politiques économiques chartiennes ou fascistes qui nécessiteraient une force militaire pour être imposées. Ces prévisions de 1971 ont été confirmées par le coup d'État sanglant de 1973 au Chili, qui a renversé et assassiné le président élu Allende et amené au pouvoir la dictature militaire de Pinochet, qui a utilisé la force brute pour imposer les réformes néolibérales des Chicago Boys, dirigées depuis les États-Unis par un réseau dirigé par le célèbre synarchiste George Shultz, qui a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la politique économique et stratégique des États-Unis au début des années 70 jusqu'à sa mort l'année dernière. L'opération au Chili a servi de test pour de nombreux coups d'État similaires de changement de régime et de modèle pour les transitions vers des politiques néolibérales, y compris celle de la politique de thérapie de choc imposée à la Russie par les mêmes réseaux après l'effondrement de l'URSS en décembre 1991 et ceux qui dirigent l'économie ukrainienne après le coup d'État du Maïdan de février 2014. Ceux qui ont bénéficié de ces transitions étaient en grande partie les pilleurs opérant dans les centres financiers de la City de Londres et de Wall Street. Une autre des nombreuses déclarations prémonitoires de LaRouche a été publiée par sa campagne présidentielle le 28 avril 2003, intitulée « Un monde d'États-nations souverains », qui comprend des commentaires très pertinents aujourd'hui dans l'examen de la crise stratégique actuelle. Dans ce texte, LaRouche examine la politique post-11 septembre mise en œuvre par l'administration Bush-Cheney. Il écrit que l'administration a rejeté une des variétés impériales, la version plus douce du modèle impérial libéral britannique, et adopté à la place une approche qui était plus précisément inspirée de ce qu'il appelle le modèle impérial romain, ce qui a servi de modèle aux nazis. Cela reflète le changement qui s'est produit après l'effondrement de l'URSS, lorsque la décision a été prise de rejeter tout effort visant à établir un partenariat économique mutuellement bénéfique avec la Russie et de poursuivre la construction d'un ordre mondial unipolaire. Cette évolution a été annoncée par des éléments tels que la proclamation de George Bush père dans la foulée de la victoire contre l'Irak dans l'opération Tempête du désert, selon laquelle nous assistons à l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial. Deuxièmement, la thèse arrogante de Fukuyama, selon laquelle la victoire de la guerre froide sur le système soviétique
représentait la fin de l'histoire, le triomphe de la version anglo-américaine du libre-échange et de la démocratie imposée par le pouvoir unilatéral des militaires américains. Un troisième exemple était la perspective du groupe des néoconservateurs, du projet pour le nouveau siècle américain, qui a lancé les guerres perpétuelles après le 11 septembre, notamment Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Kagan. Le narratif usuel de cette clique, qui avait été sponsorisée par des fonds, des politiques générées par le complexe militaire industriel anglo-américain, était l'affirmation de George W. Bush au monde lors du lancement de ces guerres, à savoir que soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Larouche a écrit que l'adoption de cette doctrine anglo-américaine de suprématie totale a démoralisé nos alliés européens. Même s'ils pouvaient résister à la menace résultant de l'application de cette doctrine, le fait est que si vous contestez cet ordre, vous serez pris pour cible. Ils ont vacillé, citation, en espérant de minimiser le risque de devenir un adversaire virtuellement déclaré des États-Unis. Fin de citation. Dans cette déclaration de 2003, Larouche a affirmé qu'il pourrait y avoir une résistance à ces politiques de la part de nations qui seraient assez fortes pour intervenir. Il a identifié la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine, mais ajoute que le changement devait venir des États-Unis. C'est ce qui est devenu plus tard la base de sa proposition d'alliance des 4 puissances, la Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis, qui, pris ensemble, disposaient du pouvoir de contrer la concentration du pouvoir entre les mains des cartels mondiaux responsables des politiques de plus en plus désastreuses imposées par ceux qui dirigent l'ordre de l'après-guerre froide. Cet ordre a été ébranlé par les événements de ces dernières années, à commencer par l'effondrement financier, le krach de 2007-2008, la tentative d'étouffer les volumes croissants de dettes impayables de toutes catégories, adoptée sous l'administration Obama et menée par les principales banques centrales, a été en mesure de produire de nouvelles bulles, mais pas de générer une véritable reprise économique, car cela n'a jamais été l'intention. La politique du mur de l'argent a été conçue pour renflouer les spéculateurs tout en vidant de sa substance ce que Larouche appelle l'économie physique des nations. Mais il ne faut jamais confondre liquidité et solvabilité. La dernière bulle de tout a commencé à s'effondrer en septembre 2019 et la tentative de protéger les actifs financiers gonflés et sans valeur dans les livres des principales banques, compagnies d'assurance, des fonds de retraite, etc., avec une grande réinitialisation, implique un nouveau système financier mondial directement sous le contrôle des banques centrales dans lesquelles toutes les nations doivent renoncer à leur souveraineté. C'est évidemment une chose que ni la Russie ni la Chine accepteront. De même, la résistance au New Deal vert mondial, basée sur l'idée frauduleuse du réchauffement climatique d'origine humaine, que les mêmes élites de l'ordre fondées sur des règles disent qu'on ne peut que combattre en acceptant une politique d'émission de zéro carbone, en mettant un terme aux formes efficaces de production d'énergie utilisant des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et les gaz naturels, et par l'élimination de l'énergie nucléaire. Lors de la COP26 en novembre l'année dernière, il y a eu une rébellion. Oui, beaucoup de gens ont reconnu au bout des lèvres la nécessité d'éliminer la production d'énergie à base de carbone, mais cette idée a été rejetée dans la pratique. Un exemple de cela a été la réaction de Macky Sall, le président du Sénégal, président de l'Union africaine, qui a déclaré que l'accord signé lors de la COP26 était bon, mais inapplicable. Il a déclaré que plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas d'électricité et qu'elle ne sera pas fournie par les technologies vertes promues par des projets bidons comme le fameux Global Gateway de l'Union européenne. L'ordre unipolaire a également été ébranlé par les résultats désastreux des guerres perpétuelles menées par les États-Unis et l'OTAN.
Ça, c'est significatif. Des milliards de dollars ont été dépensés, des millions de vies ont été perdues jusqu'à aujourd'hui, alors que les régimes, les sanctions imposées par ceux qui ont lancé ces guerres continuent de menacer des millions de personnes de famine, de manque d'accès aux soins de santé, à l'énergie, etc. Comme c'est le cas de l'Afghanistan, le Yémen, le Syrie, l'Iran, parmi d'autres. Il y a un tollé moral croissant contre ces guerres, alors que ceux qui les ont lancées cherchent des moyens plus propres de tuer, comme avec l'exercice nucléaire Global Lightning qui vient de se terminer. Enfin, arrivons à la crise actuelle avec l'Ukraine. Il ne s'agit pas de l'Ukraine en tant que telle, mais plutôt de la demande du président russe Poutine, qui constate que l'élargissement vers l'est de l'OTAN dans l'après-guerre froide menace la sécurité de la Russie et doit prendre fin, avec un retour aux accords conclus en 2007. Ce qui a permis Poutine à poser ses exigences aujourd'hui, c'est-à-dire refus de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, pas de déploiement d'armes offensives sur ses frontières et une résolution diplomatique de la situation dans l'est de l'Ukraine, fondée sur l'application des accords de Minsk, ce sont des progrès scientifiques qui ont permis le renforcement de l'armée russe et l'alliance. Et deuxièmement, l'alliance partenariat croissant avec la Chine, l'autre grande cible des unilatéralistes. La consolidation de cette relation lors du sommet du 4 février a créé une profonde panique parmi les grands acteurs de l'ordre unipolaire, carrément l'hystérie, comme le montrent les déclarations suivantes. Tout d'abord, un article du Daily Telegraph du 4 février qui s'appelle « La Russie et la Chine se lèvent de leurs genoux pour défier la dominance américaine ». Citation donc du Daily Telegram, qu'on appelle parfois le Daily Torygraph, parce que proche des Tories. Ils écrivent « Le message du communiqué publié est tout sauf routinier. À un moment d'immense tension internationale, la Russie et la Chine affirment l'arrivée d'une nouvelle ère géopolitique. Désormais, la domination de l'Occident mondial, dirigée par les États-Unis, ne sera plus considérée comme acquise ni tolérée. » Fin de citation. Même si c'était donc dans la presse britannique. Ensuite, il y a une déclaration de Fred Kemp, le grand patron de l'Atlantic Council, l'un des plus importants des principaux groupes de réflexion pro-guerre, qui veut maintenir les États-Unis dans cet empire britannique. Le 6 février s'appelle le pacte audacieux Poutine-Xi. Il dit « Ceci est énorme. Les deux principaux pays autoritaires de notre époque ont déclaré une cause commune sans précédent, peut-être même une cause commune de fait, peut-être même une alliance de sécurité de fait, avec l'ambition de façonner un nouvel ordre mondial pour remplacer celui façonné par les États-Unis et leurs partenaires après la Seconde Guerre mondiale. » Et il continue. Pourtant, en dépit de toutes les animosités historiques et des différences considérables qui subsistent entre les deux pays, jamais peut-être dans leur histoire, ils n'ont été aussi proches. Et jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, les principaux autoritaires de leur époque n'ont été aussi proches, stratégiquement alignés ou personnellement proches, à un moment où tous deux sont profondément à contempler leur héritage. Ce qui unit la Russie et la Chine reste principalement leur opposition aux États-Unis. Et ils sont cyniquement appropriés, ils se sont cyniquement appropriés les concepts qui définissent la politique étrangère américaine, démocratie, le droit de l'homme et le développement économique, bien que leurs actions sont ridiculement incompatibles avec leur rhétorique. On peut demander à Kemp, où est la démocratie en Occident? Où sont les droits de l'homme?
chez nous. Où est le développement économique sous les politiques du FMI depuis des décennies? Ce que les rédacteurs en chef de l'Imperial Daily Telegraph et Kemp n'acceptent jamais, donc cette alliance Russie-Chine, à un moment donné, évidemment, risque de s'étendre à une partie de l'Europe. Depuis Alfred Mackinder a réfléchi sur cette réalité géopolitique. Ce que les rédacteurs en chef de l'Imperial Daily Telegraph et Fred Kemp n'accepteront jamais est ce que Poutine a exigé sous la forme de traités avec des garanties de sécurité juridiquement contraignantes est devenu nécessaire en raison des promesses non tenues et des actions hostiles à l'encontre de la Russie, à commencer par le refus de respecter la promesse de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, promis à plusieurs reprises lors de pourparlers en 1990, récemment confirmé par l'ambassadeur américain en Russie, à l'époque, Jack Matlock, qui a écrit qu'il était là lorsque les promesses ont été faites. Il est également vrai que la position de M. Poutine a réveillé d'autres, tels que l'ancien ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas, qui a déclaré dans un entretien cette semaine qu'il était présent lorsque la promesse a été faite aux dirigeants russes. Nier, pour ceux comme Blinken, Boris Johnson, Stoltenberg et d'autres, qui nient que ces promesses ont été faites ou ne comptent pas parce qu'elles n'ont jamais été couchées sur le papier, c'est le type d'argument d'un avocat qui veut saper la crédibilité de ceux qui ont fait la promesse. Peut-être est-ce la raison pour laquelle M. Blinken est obligé de répéter le même charabia encore et encore, c'est l'intention de Poutine d'envahir l'Europe et que nous devons être unis pour protéger la sécurité européenne. Il est clair, dans les récentes visites du président français Macron et du chancelier allemand Scholz à Moscou, qu'ils n'ont pas été influencés par la répétition de Blinken. Au contraire, alors que nous vivons un moment des plus turbulents, pris entre l'espoir et la peur, les mots prononcés par un représentant chinois aux Nations Unies peuvent résonner avec tous les peuples. Le diplomate a décrit la tension sur l'Ukraine comme quelque chose qui n'est pas inhérente à la situation en Ukraine, mais au refus des États-Unis et de l'OTAN de renoncer à la mentalité de la guerre froide, faisant écho à ce que dit Mme Larouche sur le fait que la sécurité d'un pays ne peut pas se faire au détriment de la sécurité d'un autre. C'est ce que signifie l'appel à une nouvelle architecture de sécurité. C'est ce que Lino Larouche et sa femme Elga et l'Institut Scheller se sont battus pour pendant plusieurs décennies. Et maintenant, il est entre nos mains, en tant que citoyens des nations, de s'assurer qu'une telle architecture qui garantit la sécurité mutuelle puisse pleinement voir le jour. L'ère, ne détrompez-vous, l'ère unipolaire est terminée. Même si Anthony Blinken et ses acolytes, faucons de guerre, n'ont pas encore compris le message. Prenons ici l'engagement de la remplacer par une ère qui représente un engagement à protéger les vies de tous les humains, à défendre les droits souverains de toutes les nations et de donner à chaque enfant la possibilité de réaliser son potentiel dans un monde de paix, de développement et de bénéfices mutuels pour tous. Merci.